pour donner la passe. Jeu en contre 1 avec un passeur volant. Le service est remplacé ici par une mise en jeu en attaque. Suite à la première défense, le passeur a le choix. Soit il fait la passe directement, alors l'autre joueur, son partenaire, doit attaquer, ou il fait un contrôle. Dans ce cas, deux possibilités. Il joue en manchette et la balle est bonne sur tout le terrain, ou il joue en passe haute et la balle est bonne seulement dans les 4 derniers mètres du terrain. Après, un point perdu. Mais... Direct. Direct. Contrôle. Direct. Direct. Ce jeu se rapproche du volley des adultes à travers deux aspects. D'abord, la longueur des rallyes. Ceux-ci sont plus courts parce qu'il y a des moments où les joueuses sont obligées d'attaquer. Et donc c'est un jeu très intéressant dans le volley féminin où, quand les filles sont jeunes, elles ont quand même tendance à ne pas attaquer. Deuxième aspect, c'est que l'obligation de jouer au-dessus en manchette ou en passe incite les joueuses à, malgré cela, essayer de faire le point ou essayer de créer un ballon qui va poser des problèmes à l'adversaire. Il y a ici recherche évidente de faire le point, soit directement, soit en prenant patience et en essayant de créer un cas qui va empêcher l'autre de construire. Sur les mêmes bases que le jeu précédent, on va ajouter cette notion d'imprévu. Le passeur a toujours le choix. Soit il traverse, comme dans le jeu précédent, soit il reste du côté où il était. Ce qui fait, dans ce cas, qu'un joueur se retrouve seul. Ce joueur peut tout faire, renvoyer la balle directement au-dessus, jouer 2 contacts, jouer 3 contacts, jouer au-dessus en manchette, en passe ou en attaque. C'est un jeu extrêmement tactique. Le passeur va devoir réfléchir à quel choix il va faire en fonction de quelle situation. Est-ce qu'il a le temps de traverser, oui ou non? Est-ce que c'est intéressant pour lui de traverser, oui ou non? Autrement dit, quel choix opérer pour marquer le point? La mise en jeu est ici donnée à partir d'une hauteur. Le service vient donc beaucoup plus vite et c'est un jeu purement sur le thème de la réception. On va pouvoir donner des facilités aux passeurs comme la possibilité de faire un contrôle. Il est évident que le premier contact va souvent amener un cas de balle libre. Et sur cette balle libre, donc du côté du service, c'est là vraisemblablement que la première attaque aura lieu. Il s'agit d'un 2-2 total, où les deux joueuses, dans le complexe 2-3-4, sont placées l'une derrière l'autre.
Dans le mode de l'organisation, chaque joueuse par exemple sert 2 fois à son tour et les deux équipes changent de camp tous les 4 services. C'est un bon outil également le plint pour introduire la réception sur un service sauté. Donc, les joueuses du plint lancent la balle de leur main d'attaque et tombent dans le ballon. C'est une bonne façon d'appréhender cette technique sans qu'elles maîtrisent le service sauté. Il est possible que le niveau de la réception ne donne plus accès au jeu. Dans ce cas, on peut retourner dans une forme de jeu 2-0 qui serait au niveau 4, c'est-à-dire premier contact volleyball, deuxième contact attrapé-lancé, troisième contact volleyball, ce qui donne accès à la technique de réception et au reste du jeu. On a ici affaire à un jeu 3 contre 2. Du côté du complexe 1, deux joueurs qui jouent en 2-0 au quatrième niveau, c'est-à-dire réception le premier contact, attraper-lancer le deuxième et attaque le troisième. De l'autre côté du filet, la serveuse devient la défenseuse et il y a 2 blocs prédisposés au filet du côté de l'antenne, soit vers le poste 2, soit vers le poste 4. Il est évident que le filet est très bas, mais que vous pouvez très facilement transposer ce jeu dans le volley des adultes. Déjà à cet âge, c'est difficile mentalement d'attaquer contre le bloc. Il y a à tout prix la volonté de marquer à côté, mais à un certain niveau, il est évident que l'attaquant doit maîtriser cette technique de pouvoir marquer avec les mains adverses. On a trop souvent limité les formes de jeu 1-1 et 2-2 à la seule et unique utilisation de la passe haute. Ce chapitre vous montre et vous prouve qu'on peut, à l'intérieur de ce concept, utiliser les 2 autres techniques. Dans ce jeu, le premier contact est obligatoirement une manchette. Par la suite, le deuxième joueur doit mettre la balle au-dessus du filet suite à un rebond, mais avec la technique qu'il veut, soit la manchette, soit la passe, soit l'attaque. Jeu de niveau 1D, donc un contrôle, une passe. Le premier contact est une manchette, le deuxième est une passe haute. Sur le même principe, on va ajouter un après qui va favoriser le déplacement arrière du joueur. Dieu sait si ce déplacement arrière est important et Dieu sait aussi si c'est très faible chez les jeunes enfants. Toujours le même principe du jeu, mais on y intègre à 2 endroits la possibilité de frapper. Le premier dans la mise en jeu, qui est un service bas avec la même technique que l'attaque ou un service haut,
et on donne la possibilité aux joueurs de mettre la balle au-dessus d'élastique avec une frappe. On ajoute à ce jeu une importante composante tactique. En effet, le joueur a maintenant deux possibilités. Soit il renvoie la balle directement au-dessus en manchette, et cette balle doit passer entre les deux élastiques rouges et blanches. Soit il effectue un contrôle, et alors la balle doit passer au-dessus de l'élastique supérieur. C'est très délicat de pouvoir choisir est-ce que je cherche la rupture ou est-ce qu'au contraire j'essaie de garder le ballon vivant. C'est un aspect extrêmement important du jeu. Est-ce que je suis en état de faire le point ou est-ce que je suis en état de ne pas perdre le point? Et c'est dans les équipes de jeunes un facteur extrêmement important de progrès. Ici on a affaire à un pur jeu 1E, c'est-à-dire un seul contact, et ce contact doit être joué en manchette. Il est extrêmement important de travailler ce type de jeu où il est impossible de garder son corps derrière le ballon pour toutes les manchettes. Et on va voir ainsi comment les joueurs arrivent à trouver une solution, ce qui leur permettra plus tard d'appréhender la réception hors appui. On peut aussi voir dans les différents échanges ici que certaines joueuses essaient de créer la rupture et d'autres sont plutôt des joueuses qu'on appelle défensives. Et il est important de déterminer le profil de chacune dans ce type de jeu. Jeu 2 contre 2 à 3 contre 3. L'intégration de la frappe se fait via le premier contact et parfois via le troisième contact. Chaque équipe doit mettre la balle au-dessus du filet en deux contacts. Le premier est obligatoirement une manchette et le second contact est libre. Un aspect important, il faut parfois réfléchir à intégrer la notion de saut et ce n'est pas évident quand les enfants ne maîtrisent pas les deux techniques fondamentales que sont la manchette et la passe. Dans ce cas, le joueur responsable du premier contact doit aller effectuer un bloc près de l'élastique. Dès qu'il a fait ce saut, il sort du terrain et est remplacé par le troisième joueur, et les rallyes se poursuivent sur ce mode. Un autre moyen d'augmenter le nombre de sauts dans le cadre du jeu est d'imposer comment doit être joué le second contact au-dessus du filet. Ici, on joue avec trois possibilités. Première, une manchette, sauver la balle. La deuxième, une frappe avec le saut ou sans le saut pour favoriser l'utilisation de cette technique. Et la troisième, si vous mettez la balle au-dessus en passe haute, c'est obligatoirement via une passe en suspension. Pour commencer cet important chapitre de l'avant, pendant, après, il est indispensable de vous convaincre de sa nécessité. Il est multiforme, vous le verrez, mais ce concept avant, pendant, après est présent dans tous les sports collectifs. Il est important, après chaque action, que l'enfant fasse autre chose. Dans les formats effectifs réduits, 1-1 et 2-2, il n'y a pas de jeu sans avant, pendant et après. Ce premier aspect est traité à travers la notion d'espace. Les enfants devraient pouvoir visiter toutes les directions, à savoir les trois directions qu'il a devant lui, tout droit et dans les deux diagonales, les trois directions qui sont derrière lui, les deux diagonales et tout droit, les deux directions latérales vers sa gauche et vers sa droite. Mis à part cet aspect lié au déplacement, une autre direction à visiter est celle de remplir son temps, c'est-à-dire essayer de trouver un après qui correspond au temps
qui est la disposition de l'enfant entre le moment où il effectue son premier rituel et le moment où il doit effectuer son second rituel avec la balle. J'insiste de nouveau sur le fait de ne pas oublier le déplacement dans l'espace arrière. C'est indispensable dans notre sport. Il y a à différents endroits, en défense, en attaque, des moments où, sur une courte distance, le joueur doit sortir du filet, par exemple, à une grande vitesse. Dans ce chapitre lié à la coordination motrice et qui implique bien évidemment la présence de deux joueurs, on va jouer sur une autre composante de l'espace qui est les niveaux. Certaines de ces actions se jouent au niveau bas, dans la position couchée, d'autres au niveau moyen, dans la position à quatre pattes ou à genoux ou assise, et d'autres au niveau haut, c'est-à-dire au niveau debout. Ce type de coordination motrice impose la communication entre les deux joueurs, c'est-à-dire qu'ils doivent se parler pour arriver à temps, pour voir par où ils commencent, par exemple si je dois d'abord claquer dans la main vers la gauche ou vers la droite. C'est aussi une façon amusante d'amener des comportements moteurs qui vont les faire rire. Et dans cette notion de jeu, c'est important de veiller à cette notion de s'amuser, de prendre du plaisir à jouer. Passe, viens vite ici. Hop là-bas. Hop, on change de place. Veillons toutefois, dans ce type d'après, à ne pas tuer les enfants. La dépense énergétique est parfois extrêmement importante dans les jeux, et si ceux-ci durent plus de 20 minutes, eh bien il faut veiller aussi à ce que les enfants puissent avoir des apprêts qui sont plus reposants. Un autre chapitre, source importante d'idées, mais aussi source importante de contenu, sont tous les apprêts liés à l'agilité ballon. L'agilité ballon pourrait être comprise dans trois grands domaines: les activités de frapper, les activités de lancer et les activités de dribbler. Il est très important, si les enfants s'entraînent peu, c'est-à-dire une fois par semaine, qu'ils soient confrontés le maximum de fois à l'utilisation du ballon, soit avec une technique volleyball, soit sans technique volleyball. Un deuxième aspect est que le ballon sature la notion de temps. Le temps est fondamental au volley. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire dans le laps de temps qui m'est imparti? On va faire évoluer cette notion de temps. La balle qui roule est un temps qui est très prévisible et un temps qui est lent. La balle qui vole représente un laps de temps beaucoup plus court et donc met les enfants devant une difficulté beaucoup plus importante. L'agilité ballon peut aussi être liée à l'espace. Vous avez des jeux où le joueur, par exemple, dribble à l'intérieur du terrain, ce qui crée une perturbation pour son partenaire, mais aussi est un endroit stratégique pour l'adversaire. Au contraire, l'agilité ballon peut être effectuée hors du terrain. Et donc, lié à cette agilité ballon, vous allez aussi avoir la notion de déplacement vers l'avant, vers l'arrière ou latéralement. Un autre chapitre qui pourrait être envisagé par rapport à l'agilité ballon est l'utilisation de diverses balles de différents volumes et aussi de différentes masses. Que pourrais-je faire avec une balle de tennis? Que pourrais-je faire avec une balle de plage ou un medicine ball d'1 kg, de 2 kg? C'est un chapitre extrêmement important et où les idées sont puisables. Dernière partie, les apprêts différenciés, c'est-à-dire chacun des membres de l'équipe ne réalise pas le même apprêt. Un ou deux ont plus de temps que l'autre. Pourquoi?
envisager ce type de réalisation? Tout simplement parce que ça existe dans la réalité du jeu. Si je prends la réception, peut-être dois-je enchaîner avec la couverture, peut-être dois-je enchaîner avec l'attaque ou avec la défense, que sais-je. On va donc confronter les joueurs à devoir faire autre chose en fonction du rôle qu'ils ont à jouer. Qu'est-ce que je dois faire si je suis le responsable du premier contact? Que dois-je faire si je suis responsable du deuxième contact? Si je suis responsable du troisième contact? Vous avez ici différents exemples qui sont soit des exemples tirés de la coordination motrice, soit des exemples tirés de la coordination avec le ballon. Il est évident que dans ce type d'après différencié, la communication est fondamentale. Mais ne l'est-elle pas dans le vrai volleyball? I've had enough of you. Oh, shut it! Right, remember who did this to you? Yeah, me.